Bonjour, ici le docteur Guillaume Font, je suis psychiatre à la PHM et chercheur dans le laboratoire de santé publique de l'Université de la Timone. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les principes généraux pour écrire un article scientifique. Alors tout d'abord, il faut bien avoir à l'esprit ce qui va se passer lorsqu'on écrit un article scientifique, surtout si c'est votre première fois. Euh, il s'agit d'un investissement important. Donc, vous allez y passer plusieurs dizaines d'heures, voire une centaine, voire plus, selon l'importance de l'article, le contenu. Donc, gardez à l'esprit que cela va être un travail de longue haleine qui va vous demander du temps, dépenser de l'énergie, de la détermination. Donc, ne faites pas ça comme une activité entre guillemets de divertissement ou simplement, comme j'ai pu l'entendre, j'ai eu quelqu'un déjà qui est venu quand j'étais à Créteil me voir en disant voilà, j'ai travaillé sur ce sujet dans le cadre de ma thèse et puis je veux en faire un article. Et en fait, donc cette personne n'avait pas fait de revue systématique de la littérature. Donc en fait, en pratique, il fallait recommencer tout à zéro. Et cette personne finalement a abandonné l'idée parce qu'elle pensait finalement publier quelque chose avec 2 heures de travail, ce qui n'était pas possible en l'état du travail qu'il avait fait. Donc, rappelez-vous aussi, on l'a vu sur la vidéo sur les réponses aux reviewers, que la soumission n'est que la première étape. Donc, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas au moment où vous validez la version finale de votre manuscrit que vous avez terminé l'écriture de votre article. Cela ne fait que commencer car vous allez devoir répondre aux reviewers et peut-être même passer par plusieurs reviewings dans plusieurs revues, ce qui peut être long et laborieux. À titre personnel, ma thèse de médecine, donc, qui était sur les liens entre dépression et tabac, donc nous avions démontré qu'un épisode dépressif diminuait les chances de se sevrer du tabac à 1 an. J'ai mis plus de 2 ans et demi à la publier pour tout un tas de raisons, et notamment parce que mon article était trop compliqué, je pense, à la base, et parce que je connaissais mal les revues d'addictologie dans lesquelles j'ai soumis au démarrage, et surtout parce que j'ai pris en compte tous les commentaires des reviewers, ce qui avait contribué à complexifier encore plus le manuscrit. Au moment où j'ai simplifié le manuscrit et où j'ai soumis en psychiatrie, l'article a été accepté de suite. Donc ça a été aussi un grand enseignement. Tout n'est pas bon à prendre dans les réponses aux reviewers, surtout quand ils ont rejeté votre article. Euh, alors rappelez-vous aussi que l'article est le plus laborieux, donc le temps et l'énergie que ça va vous prendre, bah, ce sera jamais aussi important pour les articles suivants. Donc l'idéal, c'est que vous ayez quand même pour projet d'écrire plusieurs articles, parce que si vous souhaitez faire un seul article, eh ben, finalement, donc cela va être difficile pour vous, mais cela va être aussi très formateur, parce que ce ne sera jamais perdu, car tout au long de votre vie, vous allez être amené à lire des articles scientifiques. Donc au moins, vous saurez ce qui repose derrière le processus de publication d'un article. Et cela peut permettre aussi d'avoir un regard plus bienveillant sur ce processus, parce que souvent les personnes qui n'ont pas écrit d'article peuvent penser que c'est facile et que c'est rapide d'écrire un article, alors qu'en fait ce n'est absolument pas le cas. Sinon tout le monde le ferait. Autre chose, il va falloir que vous acceptiez la perte de temps, d'énergie et de pensée, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas tout rentabiliser. Et je vois beaucoup de personnes qui sont en difficulté parce qu'elles ont du mal à lâcher une partie du travail qu'elles ont fait qui va être inutile, c'est-à-dire qui ne sera jamais publié, ou qui, par exemple, l'écriture d'un manuscrit qui est trop long et les personnes n'arrivent pas à raccourcir, à condenser leur article. Donc ça, j'ai eu ça récemment. Dans un article, on m'a demandé donc une relecture, et donc je disais l'article ne doit pas dépasser 15 pages, références comprises, parce que sinon après on perd le lecteur, c'est beaucoup trop compliqué. Et donc c'est vraiment à l'écriture de faire le travail de synthèse des données et à faciliter la vie du lecteur. Alors, la plupart du temps perdu, la vraie source de gaspillage, c'est par ignorance de la procédure à suivre. Donc, le mieux, c'est quand même d'être encadré par un mentor, quelqu'un qui s'y connaît dans le processus de publication, qui a déjà beaucoup publié. Cela va vous faire gagner énormément de temps. Ça va être très compliqué si vous êtes tout seul d'arriver à produire un manuscrit conforme. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Il y a un proverbe chinois qui dit: mieux vaut passer une soirée avec un sage que 10 ans dans la solitude des montagnes. Donc, généralement, moi, ce que j'observe quand j'aide par exemple des internes à
publié, c'est que souvent, il y a eu énormément de temps perdu et d'énergie perdue en amont. C'est-à-dire que s'ils m'avaient posé la question avant ou s'ils avaient regardé, par exemple, ces vidéos avant, ils n'auraient pas perdu autant de temps. Donc, ce que je vois, par exemple, c'est des sujets de thèse qui me sont proposés, qui sont complètement inadaptés et qui auraient pu être tout de suite recadrés, en fait, s'il y avait eu une discussion éclairée sur le projet et sur le sujet. Donc, faites très attention à cela. Allez très vite demander l'avis de personnes compétentes sur votre projet avant de commencer à rentrer dans un processus où vous passez plusieurs heures à fournir quelque chose. Rien ne remplace la lecture d'articles. Plus vous allez lire des articles et plus vous allez devenir bon dans l'écriture, parce que vous allez vous imprégner, vous familiariser avec l'écriture d'articles, avec leur structure. Donc ça, c'est très important et surtout, bah, lisez autour des sujets qui vous intéressent, apprenez à aller chercher l'info par vous-même. Hem, j'ai toujours en tête cette phrase d'un chef à Nîmes hein, qui m'avait répondu, lorsque je lui demandais à assister à ses entretiens, il m'avait répondu Guillaume, la psychiatrie, ça s'apprend avec les patients et dans les livres et dans les articles. Et effectivement, maintenant, j'ai appris à aller directement chercher l'information à la source plutôt que de passer par des collègues. Cela permet de découvrir des choses qu'on n'avait pas du tout attendu et vous allez devenir une personne inspirante et motrice pour vos collègues parce que vous allez euh, euh, diffuser dans votre service auprès de vos collègues, auprès des équipes infirmières aussi, des nouveaux résultats, des nouvelles pratiques et cela va entraîner une dynamique et la sensation de ne pas faire quelque chose de répétitif, de rester sur ses acquis. Et ça, c'est très important pour garder une bonne motivation dans son travail quotidien en pratique clinique. Donc il n'y a pas d'opposition entre lire des articles scientifiques et avoir une bonne pratique clinique. Au contraire, les articles scientifiques, c'est l'amélioration de la pratique clinique quotidienne. Donc il n'y a pas d'opposition entre être clinicien et être chercheur. Alors, pour l'écriture de votre article, ce que je vous recommande comme stratégie la plus efficace, à mon sens, c'est de choisir un article bien rédigé sur un thème proche de celui que vous souhaitez écrire. Donc, pour choisir un article bien rédigé, moi, généralement, ce que je propose, c'est de choisir un article parmi les revues qui sont impactées entre 4 et 6 en psychiatrie, parce que ce sont des revues donc, qui sont souvent dans le grade B. Pourquoi pas en grade A? Parce que les articles qui sont en grade A, souvent concernent des méthodologies et des tailles d'échantillons qui sont complètement en dehors de votre sujet. Donc, par exemple, si vous allez chercher un article du JAMA, vous allez tomber soit sur des méta-analyses qui incluent plus de 40 études avec plusieurs milliers de patients, soit sur des essais contrôlés randomisés de grands échantillons. Alors, c'est très bien pour vous montrer comment rédiger un article d'une façon générale, mais par contre, cela ne va peut-être pas concerner directement la méthode que vous souhaitez employer. Mais en même temps, bon, autant être le plus rigoureux possible. Par exemple, pour les méta-analyses, autant aller directement regarder les méta-analyses dans le JAMA, comme ça vous aurez la meilleure version des méta-analyses tout de suite. Mais par contre, vous ne pourrez pas répliquer la totalité du contenu de ces articles parce que certaines analyses demandent des techniques très poussées que vous n'avez peut-être pas forcément à votre disposition. Donc, essayez aussi de choisir un article de bonne facture, hein, bon, c'est pour ça que j'ai proposé des impact factors entre 4 et 6, parce que parfois, dans les grades C, on trouve des articles de mauvaise qualité qui passent les mailles du filet et donc vous pouvez potentiellement prendre des articles de mauvaise qualité comme, référence, comme par exemple certains articles qui peuvent être publiés dans la revue Psychiatry Research, ça existe. Donc, je ne recommande pas, pardon, d'utiliser ces revues-là. Donc, si vous voulez en savoir plus pour comment savoir l'impact factor des revues en psychiatrie, je vous recommande la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Alors, pour écrire un article, je recommande d'utiliser Word. Ben, je dis cela parce qu'il y a certains internes qui m'envoient des documents en format RTF, donc ça c'est très agaçant et très compliqué parce que cela donne des problèmes de compatibilité, notamment par rapport à des systèmes de référence et notamment pour des histoires aussi de modifications apparentes, etc., etc. Donc, essayez tout de suite d'aller travailler sur Word. Il est indispensable de vous procurer Word et Excel pour travailler. Cela vous servira tout au long de vos études ou de votre vie.
Les tables, qui sont attendues, à la soumission, sont attendues en format Word, mais par contre, je vous conseille de travailler sur Excel pour tout un tas de raisons. En fait, notamment quand vous faites des colonnes, ça va être beaucoup plus compliqué de travailler sous Word si vous devez rajouter ou supprimer des colonnes, par exemple. Il y aura des problèmes de décalage de lignes, et cetera, que vous n'aurez pas sur Excel. Donc travaillez, faites toute votre table sur Excel et à la phase finale, copier-coller dans Word et modifier à ce moment-là les virgules en point et vous aurez une table finale déjà validée dans votre document Word et ce sera parfait comme ça. Mais uniquement lorsque la table est validée et finalisée, donc ça veut dire qu'elle a été validée par tous les auteurs. Ne le faites pas avant parce que vous pouvez avoir des demandes de modification. En ce qui concerne les figures, enregistrez vos figures dans l'un des 3 formats TIFF, JPEG ou PNG et en noir et blanc de préférence, parce que la revue les publiera en noir et blanc et vous demandera de l'argent si vous souhaitez les publier en couleur. Donc d'une façon générale, je ne recommande pas la publication la soumission en couleur. Retenez aussi que les documents PDF sont rarement acceptés à la soumission, donc utilisez seulement des documents Word et des images avec les formats indiqués. Pour le système de référence, il y a plusieurs logiciels. Je recommande fortement, très fortement le logiciel Zotero, car c'est le logiciel gratuit, libre d'accès et c'est le plus utilisé. Donc c'est celui où vous aurez le moins de chances d'avoir des problèmes de compatibilité. Ça c'est très difficile quand il y a des navettes, qu'un document circule entre différents auteurs, il peut y avoir des pertes de référence. Donc ça c'est très agaçant. Donc, ce que je recommande, c'est que le premier auteur soit la seule personne qui insère des références dans l'article. Si d'autres auteurs veulent insérer des références, ils les mettent en commentaire en mettant je à cet endroit-là, insère cette référence. Et c'est le premier auteur qui est chargé ensuite du formatage. Et donc, il pourra choisir ensuite le formatage pour la revue à laquelle l'article va être soumis. Cela vous évitera donc de perdre des références ou de devoir tout recommencer, parce que certains formatages transforment les références en texte et du coup vous devez tout recommencer à zéro, ce qui est très agaçant. Alors, on l'a évoqué à demi-mot plus tôt, ce qui est un des principaux obstacles à l'écriture d'un premier article, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'expérience des articles et on veut faire quelque chose de trop compliqué, de trop long, avec trop de références. Et dans ce cas-là, le mieux est l'ennemi du bien. Plus votre article va être compliqué, plus vous allez avoir du mal à l'écrire, du mal à le faire relire, du mal à vous faire comprendre de la part des reviewers, et plus vous allez donner le bâton pour vous faire battre. Donc il vaut mieux faire quelque chose de simple et d'efficace plutôt que d'essayer de noyer le poisson avec beaucoup de choses très compliquées. Donc moi, par exemple, le sujet de ma thèse de médecine, j'avais mis dans l'article la dépression actuelle et la dépression passée. Et dans la discussion, je faisais l'aller-retour entre la dépression actuelle et la dépression passée. Et c'était devenu incompréhensible pour le lecteur, sans que j'en ai conscience. Et donc, dès que j'ai choisi de supprimer la dépression passée et de ne garder que la dépression actuelle, l'article était beaucoup plus clair et il a été accepté tout de suite pour publication. Donc, il faut trouver un juste milieu. Il ne faut pas être trop simple non plus, parce que le but, c'est quand même d'apporter des connaissances à l'état actuel de l'art. Mais en même temps, voilà, plus vous allez être impactant et innovant, mais de façon simple, et plus votre article va être apprécié. Donc de l'originalité, mais pas trop. Autre chose, je vous recommande, si possible, de rester dans votre discipline. C'est-à-dire, si vous êtes psychiatre, essayez de publier en psychiatrie, si vous êtes psychologue, en psychologie, etc. C'est très difficile, quand on n'a pas les codes d'une autre discipline, de publier dans cette discipline. Donc moi, je l'ai appris à mes propres bénéfices. Je dis bénéfices parce que ça m'a enseigné pour l'addictologie. Voilà, j'ai découvert que certains addictologues dans certains pays avaient des échelles standardisées de référence pour évaluer par exemple la dépression. Et j'ai eu comme commentaire, bah, votre étude, il faut la recommencer en changeant d'échelle. Alors qu'il y avait 1000 patients dans l'étude et que l'étude a été déjà faite. Donc ça, autant dire que ça veut dire je rejette votre article, mais je ne le dis pas. Donc, l'échelle qui était utilisée, c'était la HADS, qui était une échelle d'anxiété et de dépression validée dans les populations hospitalières. Donc, elle était parfaitement légitime dans notre étude, et donc c'était de la mauvaise foi de la part du reviewer. Mais voilà, il faut savoir que parfois on découvre ce genre d'écueil de façon désagréable. Il faut s'y attendre. C'est comme ça, c'est pas insurmontable. Et puis, il faut changer très vite de journal. Et on apprend au fur et à mesure des publications, les journaux qui sont, entre guillemets, de bonne foi, qui ont des reviewers bienveillants
et ceux qui en ont moins. Donc, mais on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Ça, je le constate tous les mois au retour des commentaires des reviewers. Alors, autre chose importante, il faut que vous sachiez maintenant qu'il y a un système de cross-check qui permet à l'éditeur de savoir le pourcentage de phrases que vous avez copié-collé de votre article. Donc ça, c'est très important, surtout si vous faites une revue systématique ou une méta-analyse. Auparavant, on se disait, bon, ben, je prends la phrase de l'auteur, je la mets dans l'article et je cite la référence associée. Et ça, on ne peut plus le faire maintenant, il faut réécrire la phrase. Donc il y a 20% qui sont autorisés, donc notamment pour la partie méthode. Donc effectivement, les méthodes ne changent pas, donc ça c'est normal qu'il y ait du cross-check positif dans cette partie. Par contre, pour les parties introduction, résultat et discussion, maintenant ce n'est plus autorisé, plus admis. Donc ça, faites très attention à cela. Parfois, vous n'aurez même pas la réponse de l'éditeur, vous aurez un rejet de votre article sans justification et cela peut venir du fait que votre taux de cross-check est trop élevé. Méfiez-vous aussi quand votre méthode est très longue par rapport à la taille de l'article. Moi, ça m'est déjà arrivé. Sur les centres experts, on a une méthode qui est souvent très longue parce qu'on a énormément d'échelles et de tests neuropsychologiques à décrire. Et du coup, cela déséquilibre la partie méthode et donc cela peut amener à un taux de cross-check assez important. Pour écrire en anglais, il faut faire des phrases courtes. Généralement, une phrase ne doit pas dépasser une ligne. Il ne faut pas avoir peur de répéter les mots. En fait, l'erreur que font les Français, c'est de chercher des synonymes. Or, les synonymes, c'est pas bon du tout, parce que dans un article, si vous mettez pas le même mot, ça veut dire que vous explorez autre chose, même si le mot est synonyme. Donc, par exemple, soyez précis aussi. Depressive symptoms, ce n'est pas la même chose que major depression. C'est-à-dire que major depression, c'est un diagnostic binaire de dépression. La dépression majeure, elle est présente ou absente, alors que depressive symptoms, c'est quantitatif, c'est la quantité de symptômes dépressifs et leur sévérité chez le patient. Donc faites très attention à cela. Faites attention aussi à bien faire la distinction entre associé et corrélé. Donc l'association, c'est une association statistique entre deux variables dont l'une est binaire, alors que la corrélation, c'est entre deux variables quantitatives qui peuvent évoluer dans le même sens ou positivement ou négativement en sens inverse. Donc faites très attention à cela. Les internes expérimentés font souvent cette erreur et sur le plan statistique, ce n'est pas du tout la même chose. Faites attention aussi à ne pas parler de causalité ou de facteurs de risque si vous montrez des associations, c'est-à-dire que si vous êtes en transversal, en cross-sectional, ça c'est une erreur aussi très classique. Donc, la littérature scientifique, c'est une littérature qui est pauvre sur le plan littéraire, hein. On ne fait pas du Shakespeare quand on écrit un article, on va au plus simple avec les phrases les plus simples possibles. Et rappelez-vous aussi qu'il n'existe pas de virgule dans les chiffres anglophones, donc il faut remplacer toutes les virgules par des points dans vos tables. Donc, veillez aussi, lorsque vous répétet souvent le même mot qui est le mot principal de votre critère de jugement, par exemple. Donc, si c'est la dépression majeure, Major Depressive Disorder, ça s'abrège en MDD le plus souvent, schizophrénia en SZ. Cela permet de gagner de la place et puis ce sont des abréviations qui sont très connues et reconnues. Là, vous n'aurez aucun problème à vous en servir. Bipolar Disorder, ce sera BD par exemple. Par contre, si vous créez des nouveaux acronymes, il faut toujours les définir. Bien sûr, même MDD, il faut le définir. Mais il ne faut pas en utiliser trop non plus. Il ne faut pas dépasser plus de 3 par papier et il faut les limiter à vos groupes d'intérêt. Donc, si vous avez 2 groupes que vous voulez comparer sur tout un tas de variables, bah, vous mettez des abrégés uniquement sur ces 2 groupes et c'est tout. Voilà, pas d'autres abréviations dans l'article parce que sinon on s'y perd. À la fin, il y a 3 acronymes par phrase, on ne comprend plus de quoi on parle. Donc faites très attention à ne pas abuser de cela. Alors ensuite, il y a la question du choix du titre. Alors le titre, souvent, il arrive à la fin de l'article, en tout cas après les résultats, parce que vous ne pouvez pas savoir le titre de votre article tant que vous ne savez pas ce que vous souhaitez transmettre comme information principale. Donc souvent, un article ne doit pas dépasser 15 mots et certaines revues sont très, très strictes et refuseront votre titre s'il dépasse les 15 mots. Donc dès le départ, veillez à un titre court. Généralement, on essaye d'éviter les points d'interrogation. Alors ça, je ne le respecte pas toujours et tout le monde ne le fait pas toujours, mais normalement, une revue
ne doit accepter l'article que si il apporte une description du contenu et pas une question. Donc ce n'est pas la même chose d'apporter une question ou de dire l'objectif, par exemple. Donc vous pouvez soit décrire l'objectif de votre article, soit l'échantillon, et l'échantillon souvent plutôt. Et vous pouvez aussi choisir le résultat principal de votre étude ou le message principal que vous souhaitez faire passer dans l'étude. Alors, je vous donne quelques exemples de tout cela. Ici, vous voyez un article que nous avons publié récemment sur la douleur chez les patients SDF qui ont des troubles bipolaires et des troubles schizophréniques. Et j'ai choisi donc comme titre la nécessité d'améliorer la détection et le traitement de la douleur physique chez les patients SDF qui ont une schizophrénie ou un trouble bipolaire. Donc voilà, c'était le message principal. Il y a un sous-diagnostic et un sous-traitement de la douleur physique chez les patients SDF avec schizophrénie ou trouble bipolaire. Ici, vous voyez l'article publié dans le British sur, là c'était l'objectif, évaluer la rémission de la dépression chez les patients souffrant de schizophrénie avec une comorbidité dépressive. Et c'était donc les résultats de l'étude de cohorte FACE schizophrénie. Voilà, là je ne décris pas de résultats, pas de message, simplement l'objectif qui était d'évaluer la rémission de la dépression. Et dans le contenu de l'abstract, je réponds à cet objectif. Ici, vous voyez l'exemple d'un titre avec un résultat principal. Donc, on a publié dans European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, par exemple. Donc, l'inflammation périphérique de bas grade est associée avec la schizophrénie ultra résistante. Et là encore, j'ai décrit l'échantillon, les résultats de la cohorte FACE schizophrénie. On a choisi cela pour que toutes les études dérivées de la cohorte FACE puissent être identifiées facilement sur PubMed. Et parfois, vous pouvez aussi vous autoriser un peu de fantaisie. Moi, je suis défenseur de la fantaisie dans les titres. Tout le monde n'est pas d'accord avec cela. Donc, pour ce titre, j'ai eu énormément de réactions, beaucoup de réactions positives et aussi quelques réactions négatives. Donc, c'était une étude qui, à la base, était sur l'effet du genre dans les caractéristiques cliniques et cognitives des patients qui souffrent de schizophrénie. Et donc j'ai appelé ce titre l'influence de Vénus et Mars dans le ciel cognitif de la schizophrénie. Moi, j'étais plutôt content de ce titre. Il se trouve que l'éditeur a dû l'apprécier aussi parce qu'il est passé tel quel. Donc vous pouvez aussi parfois vous autoriser un peu d'extra, mais ça, on peut le faire surtout quand on a déjà pas mal publié.